Dans les annales obscures de l'Empire, il y a des nuits où l'histoire semble respirer avec un frisson ancien, comme si les siècles eux-mêmes tremblaient devant ce qui est sur le point d'être raconté. Ainsi commence le récit du retrait de Tibère, non pas comme un empereur victorieux qui s'éloigne du bruit pour chercher la paix, mais comme un souverain rongé par la peur, le silence et l'ombre, qui abandonne Rome pour s'enfermer dans un sanctuaire de pierre suspendu au-dessus de la mer. En l'an 26 de notre ère, Tibère, fils adoptif d'Auguste, laissa derrière lui les palais où les voix ne se taisaient jamais, où chaque regard était une suspicion et chaque salut pouvait être une condamnation. Après avoir traversé la péninsule au milieu de rumeurs de trahison, il décida de se réfugier à Capri, une île dont la présence s'élève de la mer Tyrrhénienne, comme une muraille naturelle créée par des dieux anciens, abrupte, isolée, difficile à escalader, enveloppée d'un manteau de vent, de sel et de mystère. Depuis des temps immémoriaux, les guetteurs romains avaient utilisé Capri comme une enclave stratégique. Ces grottes, profondes comme des gorges mythologiques, et ces falaises qui tombent presque à la verticale vers le vide, faisaient du lieu un bastion imprenable. Pour un empereur entouré de murmures et de couteaux invisibles, Capri n'offrait pas seulement une protection, elle offrait de la distance. Distance du Sénat qui feignait l'obéissance tout en accumulant du ressentiment. Distance des plébéiens dont les espoirs se heurtaient aux impôts et aux châtiments. Distance de Rome elle-même, une ville aussi glorieuse que vénéneuse pour celui qui occupe le plus haut trône. Tibère n'arriva pas à Capri comme un vieillard fatigué, mais comme un homme cherchant à transformer son empire en quelque chose gouverné depuis l'ombre. Il ordonna la construction de 12 villas sur toute l'île, mais aucune n'était aussi imposante que la Villa Jovis, édifiée à l'extrémité orientale, à près de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là, où le vent frappe comme s'il était un messager des dieux et la mer rugit contre les rochers comme si elle protestait contre la souffrance cachée dans ses profondeurs, s'éleva la forteresse qui serait le cœur de son règne secret. Entourée de précipices sur 3 de ses côtés, la villa n'était pas un palais, mais un trône inaccessible, un château suspendu entre la terre et l'abîme. Depuis cet endroit, Tibère ne cessa de gouverner. Malgré le silence qui l'entourait, sa voix continuait à voyager dans des lettres scellées, des décrets impériaux et des ordres envoyés à Rome. Mais tandis que son pouvoir administratif se poursuivait sans interruption, un autre pouvoir grandissait sur l'île, celui de Lucius Aelius Séjanne, commandant de la garde prétorienne, l'homme qui contrôlait chaque accès à l'empereur, chaque message, chaque visiteur. Personne ne pouvait parler à Tibère sans sa permission, et même les plus hauts magistrats de l'Empire restaient des jours, voire des semaines, à attendre en vain une audience. Séjan devint le filtre entre l'empereur et le monde, utilisant la distance géographique pour tisser une toile d'ambition qui finirait par souiller de sang la politique romaine. Au fil des ans, Capri cessa d'être un refuge stratégique pour devenir une scène où la morale n'existait plus. Isolé du jugement public, loin du Sénat et protégé par des falaises et des soldats loyaux, Tibère découvrit que la solitude absolue confère un pouvoir qui n'a pas besoin de témoins. Cet isolement non seulement le sépara du monde, il le transforma. L'île devint un royaume caché où les lois se tordaient selon le caprice de l'empereur, où le silence devenait obligation et où tout désir, même le plus sombre, pouvait être satisfait sans résistance. Et tandis que Rome continuait à tourner au rythme de la politique, du commerce et de la vie, Capri commençait à rassembler des histoires que les chroniqueurs ultérieurs raconteraient avec horreur et fascination. Des histoires d'enfants qui ne revenaient pas, de jeux déguisés en art, de châtiments qui tombaient du ciel vers la mer. Mais pour comprendre comment ce lieu se transforma en une prison d'ombre, il faut d'abord comprendre pourquoi Tibère choisit Capri non comme retraite, mais comme trône. Capri ne fut pas une évasion, ce fut un début, un portail vers une étape de l'Empire où la distance permit à la cruauté de s'épanouir sans limite. Dans les recoins les plus sombres de l'histoire impériale, peu de scènes sont aussi déchirantes que l'arrivée des enfants à Capri. Suétone, dans son œuvre sur Tibère, fut le premier à chuchoter ce récit comme une rumeur interdite qui se répandait parmi les sénateurs, les esclaves et les voyageurs qui quittaient l'île, le regard brisé. Selon lui, Tibère réunit autour de lui ce qu'il appela pisciculi, petit poisson, un mot apparemment innocent qui cachait une réalité effroyable.
Ce n'étaient ni des courtisans, ni des artistes, ni des apprentis. C'étaient des enfants, beaucoup d'entre eux n'ayant pas encore perdu la rondeur de l'enfance, sélectionnés avec une précision froide pour leur beauté, pour la douceur de leurs traits, pour la fragilité qu'un homme au pouvoir absolu pouvait modeler à sa guise. Les origines de ces enfants étaient aussi variées que l'Empire était vaste. Certains venaient de Syrie, terre appréciée des Romains pour leur visage délicat et leurs yeux sombres pleins de lueur. D'autres étaient amenés de Gaule, où les marchés d'esclaves les exposaient sous la pluie, les classant avec une précision qui glacerait l'âme de tout homme juste. Âge exact, couleur de peau, couleur des yeux, forme de la bouche, proportion du corps. Ils venaient aussi de Grèce, patrie de la philosophie, mais aussi d'enfants enlevés lors de conquêtes ou de ventes forcées. Chaque région était considérée avec un stéréotype esthétique qui déterminait qui serait arraché à son foyer. Mais le plus troublant du récit est que tous n'étaient pas esclaves au sens légal. Certains étaient des enfants d'affranchis, des familles modestes qui, aveuglés par l'ambition ou paralysés par la peur, livraient leurs propres petits dans un geste qui prétendait acheter la faveur impériale. Ces décisions étaient prises en silence, sans témoin, comme si la honte elle-même craignait de se voir reflétée sur les murs. Car, à Capri, la loi n'existait pas. Un enfant libre, une fois qu'il avait posé le pied sur l'île, perdait son nom, son passé et ses droits. Il était réduit à un ornement humain, invisible pour le monde. Le transfert vers l'île était une opération secrète, menée avec une discipline quasi rituelle. On croit que les navires de la Classis Misenensis, la flotte romaine stationnée à Misène, étaient utilisés pour ces missions. Ce n'étaient pas des embarcations courantes, mais des navires imposants qui transportaient l'empereur, des officiers de confiance et des marchandises de valeur. Parmi les violons, les parfums et les tapisseries, voyageaient aussi ces petits corps tremblants, recouverts de tuniques trop grandes qui cachèrent la vérité de leur destin. La traversée se faisait à l'aube ou au crépuscule, quand le brouillard enveloppait la mer et que les dieux semblaient regarder ailleurs. Quand ils arrivaient à Capri, ils étaient conduits directement aux appartements aménagés dans les villas. C'est là que commençait l'entraînement. Ce n'était pas un apprentissage de l'art ou du civisme comme dans d'autres cours de l'Empire, mais une formation cruelle où la première leçon était le silence absolu. La seconde, l'obéissance sans condition. La troisième, la capacité de se transformer en ombre lorsque l'empereur l'exigeait. Les instructeurs, désignés par Séjanne, enseignaient aux enfants à contrôler leurs gestes, à ne pas pleurer, à ne pas poser de questions, à accepter chaque ordre comme si leur vie en dépendait, car, en fait, c'était le cas. Pour Tibère, Capri représentait un sanctuaire où personne ne pouvait le juger. Mais pour ses enfants, l'île se transformait en un labyrinthe dont il n'existait pas de sortie. Il n'y avait pas de famille, pas de nom, pas de souvenir qui pût les sauver. La mer entourait l'île comme un gardien implacable et chaque vague semblait effacer un peu plus l'espoir de retour. Les falaises, belles aux yeux du voyageur, étaient pour les petits un rappel constant que même la nature conspirait contre eux. Ainsi, jour après jour, l'identité de ces enfants s'évanouissait. Ils devenaient des figures silencieuses qui parcouraient des couloirs froids, qui évitaient le regard des gardes, qui apprenaient à sourire quand on le leur ordonnait et à disparaître quand on l'exigeait. Leur vie se restait suspendue dans un temps immobile, comme si l'île elle-même avait dévoré leur futur. Capri, pour Tibère, était le pouvoir. Pour eux, c'était la condamnation. Dans la mémoire collective de l'Empire romain, les spectacles étaient une forme de grandeur. Des colosses s'affrontant dans l'arène, des tragédies récitées devant des centaines de spectateurs, des banquets accompagnés de musique et de déclamations. Mais à Capri, sous la domination silencieuse de Tibère, les spectacles prirent un caractère très différent. Ce qui à Rome était un divertissement, devint sur l'île un rituel sombre où la ligne entre la représentation artistique et la cruauté la plus absolue s'évanouissait comme de la fumée dans le vent nocturne. Suétone insinue que l'empereur ne cherchait pas seulement la beauté ou la distraction, mais une forme de contrôle déguisée en art, une scène où il était le seul spectateur et juge. Le précédent de ce type de représentation se trouve dans l'une des retraites impériales les plus célèbres, la villa de Sperlonga. Là, dans une grotte monumentale façonnée par la nature comme si elle avait été creusée par des géants mythologiques, furent découvertes d'énormes sculptures inspirées de l'Odyssée. Les figures de marbre, sculptées par des artistes rhodaniens, représentaient des scènes mêlant violence et héroïsme. Ulysse,
aveuglant le cyclope Polyphème, la lutte pour le palladium, les visages déformés par l'effort et la peur. En ce lieu, les banquets étaient accompagnés d'un théâtre silencieux de dieux, de monstres et de mortels pris au piège d'un drame éternel. C'était un espace où la splendeur artistique servait de toile de fond à l'exhibition du pouvoir. Tibère, habitué à ces mises en scène grandioses, transposa ce concept à Capri, mais d'une manière plus sinistre. Tandis que les invités à Sperlonga contemplaient des statues inertes, les visiteurs de Capri assistaient, sans le savoir, à quelque chose de bien plus troublant. Les enfants qui avaient été emmenés sur l'île étaient y contraints de représenter des scènes qui imitaient l'iconographie mythique. Certains devaient simuler être des nymphes marines, d'autres des héros fragiles destinés à tomber, d'autres encore des créatures prises entre le devoir et le sacrifice. Il ne s'agissait pas d'art, il s'agissait d'une parodie cruelle, où les petits perdaient encore plus le sens d'eux-mêmes, transformés en instruments manipulés par un caprice impérial qui n'admettait aucune erreur. La côte de Capri, parsemée de grottes marines, contribuait à alimenter cette atmosphère inquiétante. L'une de ces grottes, la célèbre Grotta Azzurra, resplendissait d'un bleu surnaturel lorsque la lumière du soleil pénétrait sous l'eau. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe que Tibère ait utilisé ce lieu pour ses spectacles, la magie visuelle du site correspondait parfaitement à l'aura de secret et d'excès qui entourait son règne. Dans d'autres cavernes plus petites et plus sombres, on a trouvé des vestiges de statues de dieux marins, Neptune, Triton, Néréide. Ce n'étaient pas de simples ornements, mais des symboles qui renforçaient le caractère rituel et théâtral des banquets impériaux. Les enfants étaient préparés comme s'ils faisaient partie d'une liturgie profane. Ils devaient apprendre des chansons, des mouvements, des expressions qui évoquèrent des émotions qu'ils ne se souvenaient eux-mêmes presque plus de ressentir. Ils devaient mémoriser des scènes que les adultes considéraient comme belles, mais qui pour eux étaient des masques. Parfois, ils étaient contraints d'imiter des créatures marines, d'autres fois des personnages héroïques dont la grandeur contrastait cruellement avec leur vulnérabilité réelle. Chaque spectacle était une exhibition de contrôle, où la beauté apparente cachait une humiliation profonde. La prétention d'art dissimulait un exercice de domination. Les invités, s'ils pressentaient la vraie nature de ces représentations, gardèrent le silence par peur. Les enfants, quant à eux, apprenaient que leur vie n'avait d'autre valeur que celle de divertir. Et Capri, avec ses échos marins, faisait que chaque mouvement, chaque note, chaque regard, semblait résonner dans un temple consacré non à la beauté, mais au pouvoir absolu d'un seul homme. La soumission devenait partie intégrante du spectacle. Tous savaient qu'une chute, une distraction, un geste déplacé pouvait être interprété comme un manque de respect ou une désobéissance, et à Capri, le châtiment n'admettait aucun délai. Ainsi, entre lumière dansante réfléchie dans l'eau et ombre projetée sur les parois de pierre, les enfants agissaient sachant qu'ils n'étaient pas des protagonistes, mais des rouages d'un engrenage pervers. L'humiliation se transformait en leur unique rôle, un rôle qu'ils ne pouvaient refuser. Et ainsi, ce qui était présenté comme de l'art était en réalité une forme de domination. Chaque représentation était un rappel silencieux qu'à Capri, il n'y avait qu'un seul directeur, un spectateur suprême et un dieu vivant, Tibère. Si les spectacles étaient là le visage public, bien que caché du pouvoir absolu à Capri, les châtiments en étaient l'ombre la plus redoutée. Aucun visiteur, aucun serviteur, aucun enfant n'ignorait que sur cette île entourée d'une mer apparemment tranquille, la mort pouvait surgir sans préavis et tomber des hauteurs comme un jugement divin. Tacite, dans ses annales, décrit comment Tibère maintenait un contrôle rigoureux sur son entourage, punissant même le plus léger soupçon de trahison ou de désobéissance. Et Capri, avec ses précipices vertigineux et son isolement quasi sacré, devint le cadre parfait pour imposer une terreur silencieuse que personne en dehors de l'île ne pouvait témoigner. À Rome, la justice suivait des rites, des procès, des discours. À Capri, un simple regard de l'empereur suffisait pour qu'une vie fût condamnée. Suétone rapporte une image qui, encore aujourd'hui, glace ceux qui étudient l'époque. Les condamnés étaient méconduits aux abords de la Villa Jovis,
là où le vent souffle comme un animal furieux et la mer rugit des centaines de mètres plus bas. Sans proclamation, sans témoins officiels, sans défense possible, ils étaient jetés des falaises. Leurs corps tombaient pendant des secondes interminables avant de s'écraser contre les rochers ou de disparaître dans les vagues. Et, pour s'assurer que personne ne survivait miraculeusement, une patrouille de marins attendait dans des bateaux au pied du précipice. Armés de rames et de crocs, ils achevaient tout corps qui montrait encore des signes de vie. Cette pratique était si connue des habitants de la baie que l'endroit finit par être appelé le saut tibérien. Pour les enfants et les assistants retenus sur l'île, la menace était constante. Il suffisait d'une faute mineure, d'une distraction lors d'une représentation, d'une hésitation dans un ordre pour que la peur s'implante comme une graine vénéneuse. Ils savaient qu'à Capri, la vie dépendait de silence parfait. Personne ne pleurait, personne ne protestait, personne ne demandait d'explication, car tous avaient vu ou entendu dans la nuit l'écho des corps tombant dans le vide. L'île entière fonctionnait comme une machinerie conçue pour détruire toute forme de résistance. Les châtiments ne se limitaient pas à l'exécution. Selon Tacite, ceux qui étaient accusés d'insulter l'empereur ou de le déshonorer pouvaient être fouettés sans pitié ou mutilés avant de mourir, conformément aux lois impériales, qui autorisèrent la torture des esclaves jugés coupables. Pour les enfants, cela signifiait vivre dans un état perpétuel d'alerte. Un geste mal interprété, une rumeur, une accusation sans fondement pouvaient suffire à disparaître sans laisser de traces. La mer, toujours présente, agissait comme une tombe anonyme, effaçant identité, histoire et corps sans que personne sur le continent ne pût réclamer justice. Le plus inquiétant était que même les libres n'étaient pas à l'abri. Sous le règne de Tibère, les accusations de maïestas, trahison contre la dignité de l'empereur, furent tellement élargies que tout citoyen, sénateur, chevalier ou plébéien pouvait être accusé pour des mots ambigus, des silences inopportuns ou de simples soupçons. Et une fois transférés à Capri, ils devenaient des ombres de plus dans le labyrinthe du pouvoir. L'empereur n'avait pas besoin de justifier les condamnations. Son isolement lui conférait une autorité absolue qui n'admettait aucune supervision. Ainsi, les falaises de Capri, tant admirées par les voyageurs et les poètes, étaient en réalité un gibet caché. Sous la lumière dorée du crépuscule, elles semblaient magnifiques. Sous la volonté de Tibère, elles devenaient la frontière entre la vie et la mort. Les gardes, endurcis par l'habitude, exécutaient les ordres sans questionner. Les serviteurs marchèrent à pas silencieux, conscients que tout bruit pouvait attirer un regard dangereux. Et les enfants, pris au piège d'un monde sans loi ni miséricorde, vivaient en sachant que même leur innocence pouvait devenir un motif de châtiment. Dans ce microcosme de peur, l'obéissance était la seule forme de survie. La grandeur visible des villas cachait un monde souterrain, où la justice avait été remplacée par la volonté capricieuse d'un seul homme. Et tandis que les vagues se brisaient contre les rochers en contrebas, chaque choc semblait répéter le même secret tragique. À Capri, le pouvoir ne condamnait pas avec des mots, mais avec des silences. Lorsque les chroniqueurs ultérieurs ont écrit sur Capri, beaucoup l'ont dépeinte comme une simple extravagance impériale, un caprice d'un souverain lassé du tumulte romain. Mais ceux qui osèrent regarder au-delà du marbre, du luxe et des vues superbes, comprirent même que l'île était bien plus profonde, un miroir cruel de l'Empire lui-même. Là, sur ces falaises où le vent soufflait comme un ancien avertissement, la vraie nature du pouvoir se révélait quand il ne connaît pas de limites. Sous Tibère, Capri ne fut pas une retraite, mais une plaie vive, une blessure qui saignait en silence et dont l'héritage continuerait à résonner pendant des générations. Le cas des enfants disparus, les spectacles qui dégénérèrent en humiliation rituelle, les exécutions déguisées en justice, tous ces actes ne décrivent pas seulement l'histoire d'un empereur corrompu, mais celle d'un système entier qui permettait que l'innocence fût sacrifiée sans résistance. La beauté naturelle de l'île contrastait de manière presque ironique avec l'obscurité morale qui y était cultivée. C'était comme si les dieux avaient voulu montrer au monde que la majesté de la création ne suffit pas à contenir la cruauté humaine lorsque celle-ci se déchaîne sans frein.
Capri devint ainsi un symbole d'avertissement. Chaque roche, chaque grotte, chaque vague qui frappe les parois de la Villa Jovis est un rappel que l'autorité absolue peut détruire sans laisser de traces. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas seulement un épisode isolé, mais un avertissement perpétuel de ce qui arrive lorsqu'un homme concentre entre ses mains le pouvoir de décider qui mérite de vivre et qui doit disparaître. Peu importait la beauté des jardins, l'élégance des statues ou la magnificence des villas, le véritable héritage de Capri était écrit dans le silence de ceux qui ne sont jamais revenus. Et ainsi, en regardant vers notre propre temps, la question devient inévitable. Combien de recoins du monde moderne cachent des ombres similaires? Combien de leaders, d'institutions ou de refuges de pouvoir utilisent l'isolement, l'obscurité et le silence pour commettre des actes qui ne seront jamais enregistrés? L'histoire de Capri est un miroir qui reflète non seulement le passé, mais aussi les craintes du présent. C'est le rappel que l'humanité, aussi civilisée qu'elle se déclare, reste vulnérable à la tentation du pouvoir absolu. C'est pourquoi, en clôturant ce récit, nous ne devons pas penser seulement à Tibère, mais aux voix perdues qui n'ont jamais pu raconter leur version. Elles sont le véritable centre de cette histoire. Leur vie, effacée par la mer et par un pouvoir qui ne connaissait pas de limites, sont un avertissement qui transcende les siècles. Que leurs souvenirs nous obligent à regarder avec des yeux plus attentifs, à questionner ce qui se cache derrière de beaux murs, à nous méfier des silences qui pèsent trop lourd. Et maintenant, à ceux qui écoutent ce récit, je vous invite à réfléchir. Que pensez-vous de la violence exercée par le pouvoir? Comment interprétez-vous l'injustice qui se répète encore et encore dans l'histoire humaine? Partagez vos pensées dans les commentaires et prenez une position claire. C'est dans la discussion, dans la voix collective, que nous pourrons peut-être éviter que les ombres de Capri ne se répètent à notre époque.